Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Une logique plus ou moins stable chez nous, des chiffres à la baisse ces dernières semaines en attendant les précieuses fioles de vaccins dans pas longtemps. Partout dans le monde, les campagnes de vaccination sont lancées. L'un des vaccins les plus commandés, AstraZeneca, y compris au Maroc, son homologation est en cours. Nous irons à Zélal, l'une des provinces qui conserve encore aujourd'hui son patrimoine judéo-marocain, en particulier le patrimoine religieux. Dans la petite commune Fomjma, les mausolées des juifs marocains témoignent d'une belle histoire de vivre ensemble. Cash non déclaré, avoir à l'étranger, revenus locatifs ou encore chèque en bois. Les amnisties fiscales de cette année 2020 signifient payer une contribution libératoire et on tourne la page. Vous avez encore quelques jours pour le faire. Et on commence par les principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique. 2160 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, 1854 nouvelles guérisons recensées et 42 décès. Le taux de létalité s'établit toujours à 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers, il s'élève à 1159, 186 nouveaux cas de plus ces dernières 24 heures, 101 patients sont sous intubation, 681 sont sous ventilation non invasive. Et partout dans le monde, les campagnes de vaccination anti-Covid se multiplient. C'est la ruée vers ce qui promet d'en finir avec une pandémie mondiale et donc pouvoir retrouver une vie normale vers la fin de 2021. Des vaccins comme celui d'Oxford, AstraZeneca suscitent une grande vague d'espoir. Le directeur général de ce laboratoire le dit clairement, ce vaccin assure une protection qui avoisine les 95% contre les formes sévères du Covid. AstraZeneca est d'ailleurs l'un des 2 vaccins pour lequel a opté le Maroc, à côté de celui de Sinopharm. Oumaï Marami. Ces petites fioles tant attendues sont enfin prêtes. Nous sommes au siège du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca. Un site hautement protégé. Ici est développé le vaccin salvateur. Les responsables se veulent rassurants. Plus que quelques jours nous séparent de l'homologation du vaccin par les autorités britanniques, puis celle de l'Inde. Nous avons déjà 50 millions de doses déjà prêtes à être utilisées. Et chaque semaine, nous en produisons encore plus. Nous espérons une validation du régulateur dans les jours à venir. Après quoi, nous pourrons produire encore plus. Nous tablons sur 300 millions de doses à hauteur de juillet prochain. Très attendu car peu coûteux et requérant une température allant de 2 à 8 degrés, le vaccin est élaboré selon la méthode dite traditionnelle. Le virus est atténué. Une fois injecté, il permettra de développer des anticorps, un procédé sûr et efficace. Le PDG du groupe AstraZeneca annoncera de bonnes nouvelles dans les jours à venir. Le vaccin est efficace à hauteur de 90 à 95%. L'administration des doses devra être effectuée de 1 à 3 mois d'intervalle. Toutes ces informations seront publiées par le groupe avant la validation du vaccin. Le Maroc a également opté pour ce vaccin à côté de celui du chinois Sinopharm. Objectif, la vaccination de 25 millions de citoyens. 65 millions de doses sont déjà commandées. La campagne de vaccination devrait s'étendre sur 3 semaines. Le vaccin, une denrée précieuse, vitale pour juguler la pandémie et préparer la reprise économique post-Covid. Le tourisme reste l'un des secteurs les plus impactés. Une activité carrément à l'arrêt depuis presque une année. L'arrivée du vaccin suscite donc beaucoup d'espoir chez les professionnels du secteur. Nous verrons cette fois à Agadir, une des destinations touristiques les plus fréquentées du pays en temps normal, mais pas pendant la crise sanitaire en raison des mesures restrictives. Hôtels et restaurants jonglent en cette période de fête de fin d'année avec le coronavirus. Après le nouveau tour de vis des autorités pour limiter la propagation de la pandémie, les professionnels du secteur qui se préparaient à accueillir les touristes dans la capitale du Souss attendent avec impatience l'arrivée du vaccin pour voir le bout du tunnel. L'arrivée très prochaine du vaccin permettrait une relance. Le secteur du tourisme retrouvera des couleurs, notamment ici à Agadir, destination très prisée des touristes nationaux et étrangers.
Les dernières mesures restrictives ont lourdement impacté l'activité touristique en cette période de fin d'année. En temps normal, on recevait entre 400 et 600 clients durant cette période de fête. L'espoir de limiter les retombées négatives du Covid-19 en cette période de fin d'année a été anéanti par les mesures qu'impose la situation épidémiologique, un véritable coup dur, particulièrement pour les restaurateurs de la ville. On a eu une surprise totale, une catastrophe de fermeture pendant 3 semaines durant cette période de fin d'année. Comme vous le savez qu'on n'a pas bénéficié de ce contrat de programme. En plus de ça, on nous ferme 3 semaines dans lesquelles on pense que les restaurateurs vont bénéficier un petit peu de suppléments de recettes pour faire face à leurs besoins. Et également le personnel aujourd'hui, tout le monde est parti au chômage. Les restaurateurs n'ont bénéficié d'aucune aide. Nous espérons que l'État se portera à notre secours, car la situation est très critique. Le lancement très prochainement de la campagne de vaccination laissera sûrement entrevoir des jours meilleurs pour le secteur du tourisme. Pour passer à l'offensive, sur la table, la nouvelle stratégie initiée par les responsables du secteur, celle des 3 R, redémarrer, relancer et réinventer. Et à travers le monde, le plan de vaccination est en marche sans pourtant mettre fin aux restrictions imposées par la pandémie. La plupart des pays de l'Union européenne ont commencé à vacciner leur population en injectant à des personnes âgées, à des soignants ou encore à des responsables politiques les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Les États nordiques ont eux aussi commencé leur campagne, mais des inquiétudes sont nées ces derniers jours après le signalement dans de plus en plus de pays de la nouvelle souche du coronavirus. La Jordanie, le Portugal, le Canada, l'Italie et le Japon sont parmi les derniers en date à avoir détecté ce variant britannique qui serait plus contagieux. La bonne coexistence judéo-musulmane au Maroc est une réalité avérée. L'une des clés de son succès est la liberté d'exercice du culte. Pendant des siècles, les Marocains de confession juive et musulmane ont vécu côte à côte, en communion. Ils ont partagé leurs fêtes et leurs traditions, un vivre ensemble gravé dans les mémoires. En ville et à la campagne. Aujourd'hui encore, ces aspects de tout un patrimoine sauvegardent leurs vestiges. Les mausolées des saints juifs en sont témoins. Ils se chiffrent à près de 700 dans tout le pays, dont celui de la commune Foum Jma'a à Azilal. En portage à Marjladi, commentaire Nisri El-Hamdawi. Nous sommes à Foum Jma'a, province d'Azilal, une région où vivait une grande communauté juive. Le site est un lieu de pèlerinage car c'est ici même que se trouvent les tombeaux de plusieurs saints juifs. Chaque année, la famille Torjman vient de France pour allumer des bougies et pour s'y recueillir. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous venons régulièrement auprès des tzadikim qui sont très nombreux au Maroc, comme vous le savez tous, à peu près 300 tzadikim. Donc c'est vraiment une terre sainte auquel on est très attaché et qu'on revient très régulièrement se ressourcer et prendre de l'énergie. Je suis venu de Paris spécialement pour me recueillir sur les tombes de nos grands saints juifs. Je m'y rends régulièrement, c'est la terre de mes ancêtres. Toute ma famille a vu le jour ici à Foum Jma'a. Moi, je continue de vivre au Maroc. C'est ici à Foum Jma'a que je suis né. Nous sommes des chlouh. Nos parents et arrière-parents sont enterrés dans ce mausolée. Et nous attendons avec impatience que nos frères juifs puissent retourner au bercail pour renouer avec leurs racines. Après avoir assouvi sa soif de spiritualité, la famille Torjman se mêle aux habitants de la région de Foum Jma'a. Histoire de se remémorer certains souvenirs de cette vie commune auprès de la population locale. Et au centre communal Foum Jma'a, certains documents attestent de ce bon vivre ensemble entre juifs et musulmans, qui, jusqu'à nos jours, n'a pas pris une seule ride. La communauté juive marocaine était très importante à Foum Jma'a.
Ils vivaient en parfaite harmonie avec le reste de la population locale. Ce que l'on a constaté à travers de nombreux documents, c'est que les Juifs de cette région, lorsqu'ils ont décidé de quitter cet endroit, ils ont vendu leurs biens aux habitants locaux musulmans. L'idée était pour eux de préserver ces dynamiques qui portaient cette région. Aujourd'hui, en foulant la terre de leurs saints et de leurs aïeux, les Juifs marocains retrouvent une part d'eux-mêmes. Un retour aux sources pour s'abreuver de cette fraternité authentique qui, selon eux, n'existe nulle part ailleurs. Page Finance, le montant des déclarations effectuées dans le cadre de l'opération de régularisation spontanée au titre de l'année 2020 dépasse, selon les derniers chiffres des banques, les 3 milliards de dirhams. L'opération, qui va bientôt toucher à sa fin, a été instaurée afin de permettre aux personnes détenant des avoirs à l'étranger de régulariser leur situation vis-à-vis de l'Office d'échange de l'administration fiscale. Mohamed Souanina, Abdelmjid Jebran et Zachary Mouqimbillah. Plus que quelques jours pour souscrire à l'opération de régularisation spontanée des avoirs détenus à l'étranger. C'est le rush au niveau des différentes banques de la place, mobilisées depuis le début de l'année pour mener à bien cette opération. Entrée en vigueur le 1er janvier de cette année 2020, l'opération de régularisation spontanée des avoirs et liquidités détenus à l'étranger est la dernière chance pour les personnes concernées de se mettre en conformité avec la réglementation d'échange. La déclaration des avoirs détenus à l'étranger, qu'il s'agisse d'avoirs financiers ou immobiliers, est une disposition contenue dans la loi de finances 2020. Cela passera par l'échange d'informations avec plusieurs pays, avec qui le Maroc a signé une convention contre l'évasion fiscale. Ainsi, le gouvernement va pouvoir récupérer les montants soustraits de l'économie nationale. Ce dispositif de réconciliation instaure une démarche de déclaration volontaire pour permettre aux contrevenants d'entrer dans la légalité et de bénéficier de multiples avantages. Les adhérents auront droit à l'extinction des poursuites administratives et judiciaires en relation avec les avoirs à liquidité déclarés. Cette opération s'adresse aux personnes physiques de nationalité marocaine et aux personnes morales ayant une résidence fiscale au Maroc, détenant des avoirs et liquidités à l'étranger, qui sont en infraction à la réglementation d'échange et à la législation fiscale en vigueur. Ceux-ci peuvent régulariser leur situation vis-à-vis de l'Office d'échange et de l'administration fiscale. Le deuxième avantage est qu'une fois les avoirs financiers ou immobiliers régularisés, les propriétaires peuvent en disposer à leur guise, en conformité avec la loi. D'après les derniers chiffres des banques, le montant des déclarations effectuées dans le cadre de l'opération de régularisation spontanée au titre de l'année 2020 dépasse les 3 milliards de dirhams. On passe à l'un des chantiers qui ont pour vocation de décongestionner le trafic dans la métropole casablancaise. Je vous parle de la trémie des Almohades, un des points noirs de la circulation à Casablanca. Les travaux de sa construction avancent à grands pas. Ils ont en effet avancé à hauteur de 95%. La trémie sera opérationnelle fin mars 2021. Sarah Katir pour le développement. La trémie des Almohades est fin prête. Les travaux pour la construction de cet ouvrage stratégique vont bon train malgré la pandémie du coronavirus. Il s'agit de l'un des projets les plus ambitieux destinés à fluidifier la circulation dans la métropole. Il totalise un linéaire de 2,7 km, dont 1,8 km de voies souterraines. Le projet est un projet qui entre dans le cadre de la stratégie globale de la mobilité de la ville de Casablanca. C'est une stratégie qui s'axe sur l'amélioration du transport en commun, sur des infrastructures routières, et ça permet d'améliorer la circulation au sein de la ville de Casablanca. Elle est composée de 2 voies dans chaque sens, équipées des derniers équipements et technologies en termes de protection incendie, de gestion de trafic, de contrôle, de vidéosurveillance. Elle permettra un trafic de transit de 45 000 voitures par jour, ce qui va aider à décongestionner le trafic en surface sur des zones très denses, notamment la place de Lara, qui va connaître le passage de la ligne tramway et T3, ainsi que des zones touristiques comme la zone de Médina et le boulevard des Almohades. La trémie des Almohades débute à partir de l'avenue des Phares et se termine sur le boulevard Mohamed Ben Abdallah.
Les travaux de génie civil de la voie sont achevés à 100%. Reste maintenant à finaliser les travaux d'équipement du plus grand tunnel du Maroc avant sa mise en service. Il était l'un des pionniers de la musique andalouse au Maroc. L'artiste Mohamed Tazi Charti, connu sous le pseudonyme Massano, est décédé hier soir à Fès des suites d'une longue maladie. Il avait 100 ans. Feu Mohamed Tazi faisait partie de la génération de Feu Ahmed Loukili et Abdelkrim Raïs, fut l'élève de Mohamed Lamteri et Mohamed Elbriji. Il était un spécialiste de l'instrument de rbab et enseignait au conservatoire de musique de Fès. Une page de l'histoire de la mode se referme ce mardi avec la mort à l'âge de 98 ans du couturier français Pierre Cardin, qui a marqué son époque avec ses créations futuristes, ses produits dérivés et son imagination sans limite. Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'affaires au nom mondialement connu, Pierre Cardin est mort dans la matinée à l'hôpital américain de Neuilly à l'ouest de Paris. Ce génie de la mode était le premier tailleur chez Christian Dior dès l'ouverture de la célèbre maison en 1946, avant de se lancer ensuite en solo et d'ouvrir à son tour en 1950 sa maison de couture. « 2020 touche à sa fin, une année marquée par une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos modes de vie, de consommation et nos codes de travail, de création aussi. L'année que l'on s'apprête à quitter a perturbé aussi la scène culturelle et artistique qui en a amplement pâti. Un chômage forcé pour de nombreux métiers. Seuls quelques créateurs ont pu sauver la mise, comme les plasticiens. La pandémie a inspiré beaucoup de leurs créations. Retour sur cette note quelque peu lumineuse de 2020 dans cette rétrospective réalisée par Dominique Orlando avec Mustafa Ouda, Ahmed Hamri et Achour Belmoussaoud. Et de quelle manière les artistes plasticiens au Maroc ont-ils vécu cette année 2020, qui fut notamment marquée par un trimestre de confinement et par l'arrivée d'un nouveau terme très peu chaleureux que l'on nomme la distanciation sociale? Les 2 premiers mois, c'était impossible. Je tournais en rang chez moi. C'était de la cuisine à une chambre, de la chambre à un salon, et ainsi de suite. Je tournais comme un fauve, j'arrivais ni à lire, ni, heureusement qu'il y avait un peu de musique, mais j'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, et surtout, aucune possibilité de travailler. Alors moi, j'étais vraiment presque révoltée en fait. Ça m'a encore plus inspirée parce que mon travail, pour moi, mon art est un moteur, un vecteur plutôt d'énergie positive. Et je me suis dit, c'est encore plus le moment de ne pas lâcher, de continuer à créer justement pour dire que malgré les circonstances, tout est possible encore et qu'il y a de l'espoir. On a tellement besoin de se rencontrer, de parler, d'être avec les autres. Et là, cette isolation était vraiment une leçon par rapport à sa propre force morale. Ça a été une confrontation avec soi-même, toute une interrogation, donc une recherche en profondeur de quels sont les réels soubassements de mon travail. Au cœur de cette reprise très progressive qui a mis tout l'été pour retrouver ses marques, il y a les responsables des galeries d'exposition qui ont dû faire face à beaucoup d'imprévus et parfois même à un certain zeste de philosophie. Alors par définition, évidemment, par confinement, on est tous un peu éloignés les uns des autres. Notre grand regret, évidemment, c'est de ne pas avoir reçu la plupart de nos artistes qui sont de la diaspora. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience chez tout le monde. Je pense que les gens sont très courageux, les gens sont très patients, les artistes sont très disciplinés. Ils ont bénéficié pour certaines aides, que ce soit celle du ministère de la Culture ou de la Fondation nationale des musées. Là, j'ai l'impression que petit à petit, tout est en train de se remettre en place. Évidemment, ça ne redeviendra jamais comme avant, mais en tout cas, on est en train de vivre avec de plus en plus et de rentrer peut-être dans une nouvelle ère où chacun essaie de se recentrer sur soi, de pourquoi pas méditer, etc. L'absence effective des artistes et de leurs travaux durant une très bonne partie de cette année 2020 a, à contrario, mis en évidence leur indispensable contribution à la société. Les gens étaient assoiffés de culture, ils voulaient un peu arranger leur maison. Ils étaient après être restés 3 mois enfermés chez eux, ils étaient un peu en mal d'œuvres d'art, de beauté. Donc j'ai eu pas mal de visites.
Si les artistes peintres ont pu bénéficier d'un retour presque à la normale, la tâche a semblé un peu plus compliquée pour les musiciens et les interprètes qui ont dû faire face à une absence de public et de salles de concert. Nous nous intéresserons à eux demain soir ici même. On s'impatiente tout aussi, Dominique. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi. D'autres titres de l'actu à 21h. Mohamed Reda El Abidi, à demain.